Bonjour Victor Dixen. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent à la Galerne pour la première fois, puisque nous avons profité de quelques jours de votre présence en France, vous qui habitez en Amérique, pour vous recevoir, vous qui êtes double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, auteur des sagas Animal, Cogito, Extinca, Phobos, Vampiria. Comment naît, Victor Dixen, votre envie d'écriture au tout début? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux veines dans mon imaginaire, la science-fiction et la fantasy. Pour la science-fiction, ce sont souvent des questions que je me pose. C'est le présent. J'observe des petits signaux, des signaux faibles dans notre actualité. Je pressens que ça va être très important pour notre avenir et dès lors je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi, la conquête spatiale dans Phobos, l'intelligence artificielle qui a déjà commencé à transformer notre société dans Cogito. Pour la fantasy, ça va être davantage des envies d'ambiance, de me plonger comme ça dans des atmosphères, et parfois ça peut même venir de rêves. Le roman Animal est né d'un rêve. J'étais perdu dans une forêt profonde, je m'approchais d'une chaumière, et au moment de pousser la porte, je me suis réveillé en sursaut. J'ai repensé au conte de Boucle d'Or et les Trois Ours, qu'on m'avait lu quand j'étais petit, que j'avais oublié. Je l'ai relu et je me suis rendu compte que ce conte était tout à fait unique car il n'a pas de fin. Il n'y a pas de morale, il n'y a rien. La petite fille est réveillée par les Trois Ours, elle s'enfuit par la fenêtre et j'y ai vu le début d'une enquête que j'ai voulu mener, qui était Boucle d'Or et qu'est-ce qui lui arrive après. À propos de fin, vous en faites des fins, mais vous ouvrez aussi la possibilité au lecteur d'imaginer des suites. Vous aimez ça? J'aime beaucoup les fins ouvertes, les lectrices et les lecteurs qui me pratiquent depuis un moment le savent. C'est vrai que j'aime bien laisser du champ à mes personnages, ne pas clore complètement leur destin à la fin d'un récit, et puis laisser aussi du champ à l'imagination des lecteurs, pour que ça continue de tourner dans leur tête, dans leur imagination, pour qu'ils prennent le relais de l'écriture finalement. Et puis je dois dire que ça me laisse aussi la porte entrouverte pour peut-être une suite à ces différentes histoires. J'aime bien quand les histoires ne se terminent pas complètement et qu'on peut y revenir. Vous aimiez faire cela lorsque vous lisiez des livres? Vous aimiez réinventer des fins, des suites? Oui, j'étais affamé de contes, notamment quand j'étais petit. Je voulais toujours qu'on m'en raconte et quand les livres étaient épuisés, il a bien fallu que j'invente les miens. Et puis vous savez, je pense que la littérature aujourd'hui, c'est un moyen de résister à notre présent hyper moderne, hyper connecté, très morcelé. On a des notifications qui nous tombent dessus en permanence, on est entouré d'écrans. Quand on lit un livre, on ne peut rien faire d'autre. Il faut qu'on soit complètement dans l'histoire. On peut regarder un film avec un écran de portable à côté. Un livre, c'est pas possible. Il faut être complètement dans l'histoire. Et c'est un acte de résistance finalement pour retrouver le temps long dans nos existences. Et encore plus, je pense, dans les littératures de l'imaginaire. Vous savez que ce sont les littératures qui s'expriment en saga, souvent saga fleuve. Moi, j'adore en lire et c'est ce que j'essaye d'écrire parce que ça permet de rester collé à une histoire, à des personnages pendant des mois, pendant des années. Et ça, c'est merveilleux. Vous arrive-t-il souvent, Victor, d'écrire vos romans comme des scripts de cinéma? Je sais que c'est arrivé pour Phobos, aujourd'hui adapté en bande dessinée. Maintenant, Vampiria est également adapté en bande dessinée. Alors, est-ce que c'est un peu ce chemin que vous avez quand même dans la tête? Pour moi, chaque histoire va dicter sa forme en fait. C'est le fond qui va imposer sa forme. Lorsque j'ai écrit Phobos, je voulais parler de télé-réalité, de ce monde justement hyper connecté dans lequel on vit. Donc d'images. Donc d'écran. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le découper comme un script de cinéma, découpé non pas en chapitres comme un roman traditionnel, mais en séquences. Avoir ce rythme syncopé, qui est le rythme de notre modernité. Dans d'autres romans comme Animal ou Vampiria, au contraire, j'essaie de renouer avec un rythme plus romanesque, avec le souffle des époques que j'évoque, l'ère napoléonienne dans Animal ou le grand siècle dans Vampiria. À la question suivante, attention, je sais pas, elle peut être difficile, Victor. Que faire de l'éternité? Que faire de cette immortalité? C'est une question que vous posez à travers Vampiria. Est-ce que vous avez trouvé vous-même une réponse? Peut-être que j'écris Vampiria pour trouver la réponse, justement. En tout cas, essayer de bien cerner la question. C'est vrai que le vampire, c'est une figure littéraire extrêmement forte et qui renaît à chaque époque. Chaque auteur, chaque siècle se l'approprie, en livre sa version. C'est ça qui me fascine. On sort d'une vague de beat lit, comme on dit, avec Twilight, où le vampire était devenu très contemporain, finalement. Il avait perdu sa profondeur historique. Il était aussi devenu très fréquentable. Mais moi, le vampire que j'ai adoré à l'adolescence, c'était le vampire gothique. Je pense
pense à Dracula de Bram Stoker, aux Chroniques des vampires d'Anne Rice aussi. Un vampire qui est vraiment englué dans le temps, qui a traversé les siècles, qui a traversé les générations et qui s'interroge sur sa propre immortalité. Parce que finalement, le vampire, pourquoi il nous parle tant que ça? C'est parce que c'est une métaphore du temps, de la brièveté de nos existences humaines, la brièveté peut-être même aussi de nos civilisations. Et en posant comme ça un être mythique qui est éternel, on a une réflexion là-dessus. Dans Vampiria, c'est Louis XIV, le roi Soleil, qui devient éternel. C'est même le premier vampire de l'histoire. On sait que c'était un personnage qui avait la volonté de durer. Il a eu le plus long règne de l'histoire de France, vous savez, 72 ans, c'est même le plus long règne jamais enregistré. Et j'ai imaginé qu'en 1715, au lieu de mourir, il trouvait le moyen de jouer les prolongations, de rester sur le trône pour toujours. Le roi Soleil devient le roi des ténèbres. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait de ce temps en plus? C'est bien la question, et les lecteurs et les lectrices qui se plongent dans Vampiria vont découvrir un roi Soleil devenu roi des ténèbres qui est de plus en plus éloigné, de plus en plus vaporeux, qui passe beaucoup de temps dans son observatoire astronomique à regarder les étoiles qui, comme lui, sont éternelles. Et voilà, peut-être que l'éternité nous amène vers une songerie, une méditation sans fin. Merci beaucoup, Victor. Avec grand plaisir.